Je vais porter ma voix par-dessus la soufflerie. Je suis Valérie Perrier-Bruot et je suis le cursus de formation de psychanalyste humaniste initiatique à IFI-Fréjus. Et en même temps, je travaille dans une grande entreprise. Ça va la voix ? Alors, au cours de ma carrière, j'ai rencontré des personnes qui ont été confrontées à l'épuisement professionnel, au harcèlement ou encore au mépris le plus profond. Et chacune de ces personnes a développé des mécanismes de défense particuliers. Ces périodes très difficiles ont laissé des traces vraiment irréversibles, mais je me suis aperçue qu'avec le temps, certaines d'entre elles ont réussi à se protéger ou à trouver des ressources en elles-mêmes. Donc c'est pour ça que j'ai choisi aujourd'hui de vous parler d'une forme du malaise social, puisque je me suis inspirée pas mal du livre de Freud, où le sujet ne peut plus revenir à la même place perdue et doit bien s'en chercher une autre. Je veux parler du burn-out. Alors, donc on va passer, je vais vous expliquer un petit peu la définition, on va un petit peu poser le cadre pour remettre le signifiant dans son contexte, et puis après, on verra comment aborder, comment ce que je propose, en fait, au regard de la psychanalyse, comment aborder ce thème. En anglais, burn-out signifie s'user, s'épuiser, craquer en raison de demandes excessives d'énergie, de force et également de ressources. Le burn-out, c'est un terme qui est emprunté au vocabulaire de l'aérospatial et de l'électronique. Dans celui de l'aérospatial, il désigne le risque d'échauffement brutal, voire de destruction d'une fusée, provoquée par l'épuisement de son carburant. C'est intéressant. Dans celui de l'électronique, il signifie surcharge de tension, voire grillage de circuit. Donc on voit que c'est initialement un vocabulaire utilisé pour des machines, des objets et non pas des sujets. Quand on parle de burn-out, on parle d'abord de stress. C'est un petit peu le prémisse du burn-out. Je vais utiliser ici le sens qui est défini par Celi en 1956 selon sa théorie du syndrome général d'adaptation. Selon lui, le stress se déroule en 3 phases. Alors, la première phase, c'est une réaction d'alarme ou avec une libération d'hormones pour préparer son organisme au combat. La deuxième phase, c'est une phase de résistance. Et la troisième phase, une phase d'épuisement, où l'organisme ne trouve plus de ressources nécessaires pour s'adapter, autant mentalement que physiquement. Donc, à partir de ce moment-là, dans cette phase 3, puisque les 2 premières phases peuvent être positives et utiles, et très utiles, il y a naissance de symptômes, un symptôme physique, douleurs diverses, troubles du sommeil, troubles digestifs, et des symptômes émotionnels, nervosité, angoisse, sensation de mal-être. Se rajoutent des problèmes de concentration, des difficultés à prendre des initiatives, des symptômes comportementaux comme les addictions, l'agressivité, la violence, ou alors au contraire un repli sur soi. Donc on voit que c'est quand même un gros panel de symptômes qui peuvent être difficiles aussi à cerner, puisqu'il y a beaucoup de choses qui peuvent exister en même temps. Les personnes, en tout cas, veulent tenir quoi qu'il en coûte, si j'ose m'exprimer ainsi, et du coup ne font qu'augmenter les symptômes, jusqu'au désinvestissement brutal et total, le burn-out, qui est un dérivé
du stress. Alors, ce terme de burn-out est repris du côté de la psychanalyse en 1974 par le psychanalyste Freudenberger et par Christina Maslach qui introduit un point de vue de la psychologie sociale en 1976. Alors, à cette époque, c'est encore une notion floue, complexe et difficile à cerner. Freudenberger est alors directeur d'une free clinic accueillant des toxicomanes dans le Lower Side de New York. Il se confronte à des cas inattendus du côté des psychothérapeutes. L'épuisement nerveux, l'extrême démotivation de ses collaborateurs thérapeutes et surtout parmi les plus impliqués. Le burn-out donc, est alors défini comme, je cite, un état de fatigue ou de frustration résultant du dévouement à une cause, à un mode de vie ou à une relation qui n'a pas donné les bénéfices escomptés. Il implique l'idée d'une combustion interne des professionnels et à l'origine particulièrement des soignants qui sont confrontés à la souffrance de l'autre. On voit que les signes donc, de ce diagnostic sont très disparates, mais ils sont reconnaissables et forment une entité. La société, l'autre social, ou plutôt, je dirais, le discours social, a besoin que ces signes soient identifiés, et là, bien entendu, au détriment de la structure inconsciente. On va donc nommer le syndrome en le renvoyant à une métaphore sur laquelle s'engage son contenu, c'est-à-dire l'idée d'une combustion, d'une carbonisation d'un édifice. C'est pour ça que j'ai mis cette photo dans le programme sur Calaméo. Et là, on s'aperçoit qu'il faut bien créer le signifiant, il faut bien nommer le malaise. De son expérience cuisante, le sujet peut ainsi nommer son symptôme d'un mot plus ou moins médicalisé, plus ou moins légalisé, et c'est pour ça, volontairement, je reste floue, parce qu'on a essayé de légiférer dessus, il y a une proposition de loi qui n'a pas abouti. Ce mot, en fait, ne sert qu'à occulter le réel du sujet par le discours. Il peut même y avoir un effet de jouissance phonique. J'ai eu un symptôme, j'ai eu le burn-out, j'ai fait un burn-out. Ça devient quelque chose en fait qu'on nomme et qu'on vide du sens. Et c'est exactement du coup le symptôme lui-même qui est défini dans ce signifiant qui est vide. Et ça, du coup, ça enferme le sujet encore plus dans le symptôme. Freudenberger l'exprime comme ceci. En tant que psychanalyste et praticien, je me suis rendu compte que les gens sont parfois victimes d'incendies, tout comme des immeubles. Sous la tension produite par la vie dans notre monde complexe, leurs ressources internes en viennent à se consumer comme sous l'action des flammes, ne laissant qu'un vide immense à l'intérieur, même si l'enveloppe externe semble plus ou moins intacte. Cette métaphore de la combustion, elle est parfois donc illustrée par l'image de l'incendie d'un immeuble qui aurait brûlé totalement à l'intérieur, tout en laissant une façade intacte. Le burn-out est globalement, successivement, le résultat d'un déséquilibre entre les ressources de la personne, ses valeurs, ses attentes et les exigences de l'environnement qui ne lui rend pas suffisamment en retour de l'investissement personnel. On voit, il y a une belle relation avec ce qui a été dit précédemment, je trouve. On peut dire ici que c'est une maladie du surinvestissement dans des tâches
qui exige un dévouement humain important et qu'il induit une perte progressive de l'idéal, de l'énergie, des buts poursuivis. Il y a un terme en japonais qui est l'équivalent, qui dit c'est le karoshi. Par contre là, la traduction c'est mort par fatigue au travail. Ils y vont carrément. Donc ça désigne effectivement un épuisement qui peut aboutir au suicide et à la mort. C'est le syndrome de mort par surmenage. Donc là, en degré ultime du burn-out. Voilà. Bon, c'est quand même assez lourd, il faut le reconnaître. On a compris maintenant ce que c'est que le burn-out au sens du discours social. Alors, je ne vais pas ici parler des causes organisationnelles du travail, des problématiques managériales, des relations entre les individus au travail. Effectivement, ce sont des causes réelles, bien évidemment. C'est une souffrance qui est toujours le fruit d'une rencontre entre un individu et un environnement de travail qui est dégradé. Mais aujourd'hui, je choisis de considérer le burn-out plutôt du côté du sujet en me demandant d'où vient cet épuisement à fantasmer, vouloir combler la demande de l'autre. Alaya Pines était psychologue et spécialiste du syndrome de l'épuisement professionnel, définit le burn-out comme une incapacité à trouver une signification existentielle dans son travail. Et elle dit quelque chose qui m'a paru intéressant: pour être consumé, il faut d'abord avoir été enflammé. Pour être consumé, il faut d'abord avoir été enflammé. L'effondrement, dont a parlé Dominique tout à l'heure, l'effondrement surgit spécialement chez les travaillants les plus motivés, qui se distinguent au départ par un enthousiasme à la tâche. Et en tant qu'analyste, ça va nous forcer à regarder du côté de la fonction idéalmoïque. Le sujet a un sentiment d'échec. La fonction quoi ? Idéalmoïque. L'idéal l'idéal du moi, en fait. Le sujet a un sentiment d'échec, un vécu d'incompétence, et ça entraîne en plus de la perte de lien avec les collègues, et par-dessus s'ajoute un vécu paranoïaque. Dans ce désespoir, il va falloir aller chercher dans la position du sujet, confronté au réel, et on va voir qu'au regard de la psychanalyse, ce n'est pas l'excès de travail qui fait que la personne tombe malade, mais selon Paul-Laurent Assoun, qui est psychanalyste, c'est la politique libidinale du sujet et la place de l'être laborieux dans ce contexte. Quand le sujet se tue au travail, avec une exacerbation du perfectionnisme, c'est pour combler la demande de l'autre. Cette chose, vous savez, qui ne peut être donnée. Vous savez, l'amour, c'est donner ce qu'on n'a pas à quelqu'un qui n'en veut pas. Bon, je ne vous dis pas de qui c'est, je fais un petit clin d'œil aux élèves analystes. Si on va au bout du raisonnement, toujours selon Assoun, ce serait une maladie du contre-transfert qui va jusqu'à la mort du désir. C'est pour cela que les métiers paramédicaux ou de l'enseignement ou des travailleurs sociaux sont des parfaits candidats à ce syndrome. Mais pourquoi ces personnes ont justement choisi ces métiers exposés à la demande de l'autre? Surtout que cette demande, elle est à jamais insatisfaisable. Freud avait bien décrit les professions impossibles: éduquer, gouverner, analyser. On ne peut que s'épuiser
à vouloir combler cette demande, le sujet fantasme en plus que cette demande lui est personnellement adressée, et cela finit par créer un décalage, et ce décalage fait sauter les plombs. Donc je fais référence au livre de Freud, Malaise dans la culture ou dans la civilisation, le nom dépend en fonction des traductions. Pour Freud, l'homme est habité par deux forces qui s'affrontent. Eros, à la base de la culture, parce qu'il fonde la vie en communauté, dont les membres sont liés de manière libidinale, cette fameuse économie libidinale, et de l'autre côté, Thanatos, qui se déploie contre l'amour. Alors Freud écrit « L'existence de ce penchant à l'agression est le facteur qui perturbe notre rapport au prochain et qui oblige à la culture à la dépense qui est la sienne. Comme l'individu, la communauté va produire un surmoi qui est à l'origine de la culture. Les exigences de ce surmoi social, le surmoi de la société, donne naissance à l'éthique, laquelle sert à contenir le penchant naturel à l'agression. On est toujours donc sur l'approche freudienne. Pour Freud, il s'agit là d'un sentiment de culpabilité qui va constituer le frein le plus important au développement de la culture. Tu cites Freud là? Oui, là, en fait, j'ai cité Freud et j'explique ce qu'il veut dire. Il parle d'éthique, il ne parle pas de morale. Oui, entre autres. Donc c'est ce sentiment, c'est le surmoi qui va produire ce sentiment de culpabilité qui constitue le frein le plus important au développement de la culture, et c'est ce sentiment qui véhicule l'angoisse inconsciente à l'origine du malaise dans la civilisation. Alors, il écrit dans une note dans ce livre. Alors c'est une note qui est un petit peu longue, mais qui me paraît vraiment primordiale dans le sujet qui nous intéresse, c'est-à-dire l'engagement du sujet dans le travail. Donc il parle du travail, et c'est ça qui est vraiment très intéressant. Aucune autre technique pour conduire sa vie ne lie aussi solidement l'individu à la réalité que l'accent mis sur le travail, qu'il insère sûrement tout au moins dans un morceau de la réalité, la communauté humaine. La possibilité de déplacer une forte proportion de composantes libidinales, de composantes narcissiques, agressives et même érotiques sur le travail professionnel et sur les relations humaines qui s'y rattachent, confère à celui-ci une valeur qui justifiait donc son existence dans la société. L'activité professionnelle est donc censée procurer une satisfaction particulière, librement choisie. Freud nous dit que le but de la culture, ce n'est pas de rendre les individus heureux, mais c'est de les rendre un peu moins malheureux et suffisamment non agressifs pour qu'ils ne scient pas la branche sur laquelle nous sommes tous assis, à savoir la culture. C'est là où il introduit ce mot qui est très intéressant, c'est la digue principale qui permet de canaliser les pulsions. Donc Freud nous décrit bien ici les conflits qui peuvent se produire entre les composantes narcissiques et les composantes agressives. Il explique d'ailleurs que la fonction de la culture est principalement d'endiguer les pulsions. Freud parle vraiment d'endiguement
Et cet endiguement, qu'est-ce qu'il va faire? Il va produire le refoulement. Sinon, on ne pourrait pas vivre ensemble, en fait. La fonction du travail, qui est au service de la culture, pour produire initialement de la pulsion de vie, on est vraiment là-dessus, hein, sur ce phénomène-là, de pulsion de vie, peut, en devenant trop intense, se mettre alors au service de la pulsion de mort. Et là, le signifiant travail, on va le renvoyer à son étymologie première, qui est tripalium. Tripalium, c'est un instrument utilisé pour ferrer, pour contenir initialement en l'an 1000, hein, les bœufs, les chevaux, et qui, surtout ceux qui étaient difficiles, hein, pour pouvoir les contenir. Et ensuite, ça a été utilisé comme instrument de torture. Donc, on voit quand même que l'étymologie ne nous ramène pas forcément à quelque chose de positif. Donc, si le travail, c'est un place... Pardon ? Le travail provient de ce mot-là. Alors, il y a un autre mot qui a été... il peut y avoir des... certains chercheurs ne sont pas tout à fait d'accord, mais moi, j'ai choisi de le rattacher à ce mot-là, oui, effectivement. Si le travail est un placement libidinal régulateur de pulsion, donc comme on l'a vu, le burn-out est donc un dérèglement de cette économie libidinale en lien avec un gonflement surmoïque, et on s'aperçoit que le sujet, qui a une image idéalisée de lui-même, n'est plus du tout en lien avec son soi véritable au sens jungien du terme. Son surmoi personnel se met à le détruire et à provoquer une intense inhibition qui va mettre le sujet alors dans une impasse symbolique. Et là, en fait, on est au cœur de l'approche analytique, hein, de ce terme. C'est le trou noir qui est vraiment, dans son acception première, hein, un effondrement sur soi-même, un trou noir. Effondrement sur soi-même du sujet. Parce que les personnes qui vivent ces embrasements ont pour particularité de se sentir effondrées. Tous les indicateurs convergent vers une perte de l'identité. Et on voit bien ici que c'est la qualité du narcissisme qui est vraiment déterminante pour le sujet. Quand le niveau psychique est saturé, le niveau physique fait office de disjoncteur et le sujet devient désaffecté. Pour moi, c'est un terme qui m'a semblé vraiment très important, puisqu'il fait appel non seulement à cette maison où il n'y a plus rien à l'intérieur, hein, et en même temps, il n'y a plus d'affect, désaffecté. C'est en fait ce qui est vraiment pour moi très intéressant à retenir de toute cette progression que je viens de vous dire, c'est qu'il n'y a plus de lien entre les affects et la symbolisation, la capacité de penser, de symboliser du sujet. C'est un petit peu, on va dire, le résumé de tout ce que je viens de vous dire initialement. Alors, à ce stade, il m'a semblé qu'on pouvait évoquer l'approche de Devreux, qui a été l'un des fondateurs de l'ethnopsychanalyse et qui parle de l'adaptation du sujet social en ces termes. Alors, je le cite parce que Devreux, bien entendu, on ne peut que faire ça. La rationalité et la capacité à sublimer peuvent certes contribuer à l'adaptation de l'individu et assurer sa survie dans une société pathologique. On voit bien le rapport avec le travail. Il demeure néanmoins logiquement dépendant de l'adaptation en
en soi. Donc il parle de l'adaptation au travail, mais la base pour Devreux, c'est l'adaptation en soi. L'auteur formulait donc que seule l'adaptation qui vaille est celle qui correspond au monde interne. L'individu, d'ailleurs l'individu normal, qui vit dans une société saine, dans une position privilégiée, peut introjecter sous forme d'idéal du moi les normes culturelles. Il n'y a aucun problème avec ça. Mais dans une société malade, le sujet, il est confronté à un surmoi social extrêmement dur. Donc là, il faut vraiment qu'il revienne à lui-même. Alors, donc on va voir réalité interne, réalité externe. Donc je vais vraiment insister là-dessus et au fait de revenir à soi, comme nous dit Jung. Et surtout à sortir de l'identification à une pathologie sociale. Alors la conception jungienne de la réalité sociale se fait davantage à partir du monde imaginaire et symbolique, qui aboutit, bien entendu, au nécessaire travail sur soi. Donc il parle beaucoup de l'imagination active, qui nous ramène à notre vie fantasmatique. Cette perspective jungienne de la psyché se joue dans la réunification des pôles contraires, et il s'agit de différencier ce qui provient de la réalité interne et ce qui parvient de la réalité externe. Dans la clinique des patients qui présentent un burn-out, voire même simplement une lassitude qui est en lien avec le travail, on va aider les deux polarités à désenfler en insistant sur la projection du monde psychique du patient sur la réalité externe, mais surtout sur sa réalité interne. Bon, là, c'est l'approche jungienne, l'approche de Devreux, mais l'approche qui m'a vraiment le plus intéressée dans les recherches que j'ai pu faire et sur ce que j'appelle le sujet désaffecté dans la société de consommation, ce qui me paraît un petit peu plus, on va dire, ça ramène le burn-out quand même à quelque chose d'un petit peu plus en lien avec le sujet. C'est l'approche de Wilfried Bion, qui est psychanalyste et pionnier des dynamiques de groupe. On l'a abordé en atelier à l'Institut. Alors, on a vu qu'il y a une perte de symbolisation, on a vu qu'il y a une destruction du lien entre pensée et affect, et un effondrement émotionnel qui va provoquer une inhibition générale intense. Alors, selon l'approche de Bion, l'analyste, le psychanalyste, peut prêter à l'analysant un appareil à penser les pensées. Selon Bion, les pensées préexistent à la capacité de penser. Parce qu'on a vu qu'il y a une perte de symbolisation. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va aider le sujet à renouer avec ses affects et à cette capacité de penser. Au départ, les pensées, au départ, sont uniquement des impressions sensorielles, des impressions émotionnelles, primitives. On parle de proto-pensée. Dans le mot « pensée », Bion inclut les préconceptions, les conceptions, les pensées, les concepts. On voit que c'est quand même très global. Il postule que les éléments de pensée sont le produit de toute la matière sensorielle brute qui, lors de leur séjour
dans la capacité de rêverie de la mère. Donc là, on ramène vraiment le sujet à la naissance, parce que là, on va faire renaître le sujet à lui-même. Cette capacité de rêverie va transformer en matière émotionnelle, pensable et symbolisable. Dans l'analyse, on va faire appel à la capacité de rêverie de l'analyste qui, donnant l'existence d'un contenant, permet le fantasme et par là même la réappropriation de la vie psychique. Alors, là, je sais que c'est assez technique, parce que bon, voilà, moi, c'est ma façon d'aborder les choses, j'aime beaucoup la technique. Mais là, je vais vous remettre dans un petit retour à l'enfance, hein, sans régression, bien entendu. Est-ce que vous vous rappelez de ce texte de Saint-Exupéry? Oui. S'il vous plaît, dessine-moi un mouton. Alors, j'ai dessiné. Oh non, celui-là, il est très malade. Ce n'est pas un mouton, c'est un bélier, il a des cornes. Celui-là, il est trop vieux. Alors, faute de patience, comme j'avais hâte de commencer le démontage de mon moteur, c'est la caisse. Le mouton que tu veux, il est dedans. Mais je fus bien surpris de voir s'illuminer le visage de mon jeune juge. C'est tout à fait comme ça que je le voulais, le contenant. Et à l'intérieur, sa capacité à fantasmer son mouton. La fonction contenante de l'analyste devient alors une fonction de transformation des éléments bruts, impensés, et là ouvre la voie à la symbolisation, à la vie fantasmatique interne qui est féconde. Alors ça m'a fait faire un lien avec un livre que j'ai lu il y a quelque temps de Bruce Chatwin. C'est un écrivain du voyage qui est anglais et qui a écrit Le Chant des pistes. Il raconte que chez les aborigènes, il y a d'abord le temps du rêve. Ce temps du rêve désigne ce qui précède toute la création. Et ce temps du rêve, c'est ainsi un espace qui est sacré. Donc cette capacité à rêver, quand même, ça nous amène dans un espace sacré qui va permettre une symbolisation et un renouage, une reconnexion entre les affects et la symbolisation. Pour conclure, j'ai voulu faire le lien de cet appareil à penser les pensées avec le moi-pot de Didier Anzieux, à qui on doit l'accent mis sur l'ancrage du moi pensant dans le corps. Puisque cette contenance fonctionnelle permet non seulement de différencier monde interne et monde externe, comme la peau en fait, la vie fantasmatique et la perception externe, mais aussi de faire coexister les mouvements contraires. Là, on revient à Jung et à l'harmonisation des contraires, qui permet au sujet de retrouver sa place et surtout à sa capacité de symboliser, puisque dans le burn-out, c'est la symbolisation qui est en faillite. Alors, il n'y a pas beaucoup de temps, mais c'est quand même un sujet qui est brûlant, qui est lourd, et je voulais terminer cette présentation par un extrait de texte de Victor Hugo qu'il écrit dans Voyage. Et si vous le souhaitez, c'est très court, mais je vous invite à fermer les yeux pour expérimenter en vous, ici et maintenant, ce lien entre l'extérieur et l'intérieur. Chaque chose dans la nature donne à l'homme le fruit qu'elle porte, le bienfait qu'elle produit. Tous les objets servent l'homme selon les lois qui leur sont propres. Le soleil donne sa lumière, le feu sa chaleur,
l'animal son instinct, la fleur son parfum. C'est leur façon d'aimer l'homme. Ils suivent leurs lois et ne s'y refusent pas et ne s'y dérobent jamais. L'homme doit obéir à la sienne. Il faut qu'il donne à l'humanité et qu'il rende à la nature ce qui est sa lumière en lui, sa chaleur, son instinct et son parfum, l'amour. Voilà, je vous remercie. Merci. Si vous avez des questions, et surtout pas,